Est-ce que vous saviez qu'en Corée du Sud, les AirTags de Apple ne marchent pas? Ou encore qu'ils n'ont pas Amazon ni Google Maps là-bas, mais leurs propres alternatives locales que tout le monde utilise? Là-bas, Google, c'est un challenger en fait. C'est pas du tout les gros poissons. Alors comment ça se fait qu'un pays qui a à peu près la même population que la France ait réussi à développer des énormes entreprises de tech locales? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec plein d'anecdotes croustillantes de Mathieu qui revient d'un voyage là-bas. Et je suis arrivé, j'étais plutôt confiant avec mes applications Google Maps, Google Translate et tout pour pouvoir survivre dans un pays que je connais pas du tout. Et pourtant, la première chose que m'ont dit mes amis français qui vivent en Corée, c'est installe Naver Maps et Papago, qui sont l'équivalent de Google Maps et Google Translate. Autre fait qui m'a un peu intrigué sur il est bizarre ce pays, entre guillemets, au niveau technologique, c'est que mes AirTags ne fonctionnaient pas en Corée du Sud. D'accord. Et ce qui m'a en plus un peu embêté parce que mon bagage n'est jamais arrivé à l'aéroport, vraie histoire. Et t'avais mis un AirTag dedans. Et j'avais mis un AirTag dedans en prévision. En fait, j'ai appris qu'en Corée, en Corée du Sud, les AirTags ne fonctionnaient pas. Donc j'ai voulu un peu creuser cette histoire et je suis en fait tombé dans un nouveau monde technologique qui m'était jusque-là inconnu. Il faut savoir que la tech mondiale, globalement, est dominée d'un côté par les GAFAM américains, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, et par les BATX, donc Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Au milieu de tout ça en Europe, on essaye un peu de trouver une troisième voie, mais c'est pas évident, comme on l'aura constaté. Il y a quand même des pays qui ont réussi à s'affranchir un peu de cette bipolarité dans le monde technologique. Est-ce qu'il y a un pays qui vous vient en tête? Moi, j'aurais dit la Russie, qui a ses gros acteurs de recherche, VK, pour les réseaux sociaux, etc. Yandex, Telegram. Exactement, mail.ru, enfin bref. La Russie est un bon exemple, assez particulier parce que très contrôlé. Mais ce qui était très intéressant avec l'exemple coréen, c'est qu'il est d'une certaine manière un petit peu comparable avec la France parce qu'il y a 50 millions d'habitants en Corée, ce qui est à peu près... Même ordre de grandeur, ouais. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant un peu de m'y plonger. À l'international, quand on vous dit Corée, on pense tout de suite à Samsung, qui est la première entreprise du pays, LG, dans le même secteur, et Hyundai, qui est le constructeur automobile du pays. Et pourtant, en arrivant en Corée, c'est pas du tout les 3 premières sociétés que j'ai vues comme ça popper dans ma vie. Les 3 sociétés que j'ai découvertes sont des sociétés qui m'étaient totalement inconnues. Naver, Kakao et Coupang. Naver, c'est le Google coréen. Premier moteur de recherche du pays. Naver Search, Naver Maps, Naver Shopping, Papago, comme je l'ai dit pour la traduction. C'est bien plus efficace là-bas que Google Maps et Google Translate. Il y a une vraie raison. Ok. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que Google est présent en Corée du Sud. En fait, la Corée est un pays tout à fait capitaliste et concurrentiel. Il n'interdit pas les concurrents. Et d'ailleurs, Google est passé entre 2017 et 2019 de quasiment aucune part de marché à 40% des requêtes dans le pays. Naver a riposté à ce moment-là. Ils ont changé un peu leur algorithme pour s'adapter. Okay. Ils ont moins mis en avant leurs propres services, leur propre écosystème pour un peu combattre l'arrivée de Google sur le marché, quoi. Ok, Google, comme tu disais, ne subit pas de firewall comme en Chine, etc. Donc c'est très curieux. Il y a une toute petite subtilité sur la localisation. Il faut savoir que la Corée du Sud est officiellement encore en guerre. Il n'y a jamais eu de traité de paix à la suite de la guerre de Corée. Et du coup, il y a une loi assez restrictive sur la géolocalisation. Et du coup, Google Maps n'a pas forcément toutes les autorisations. Il y a eu un conflit d'ailleurs entre le gouvernement coréen et Google Maps. Donc il y a quand même Google Maps en Corée du Sud, mais ça marche beaucoup moins bien, notamment pour cette raison. En tout cas, Naver continue de combattre Google. Ils souhaitent même développer leur propre navigateur web pour concurrencer Chrome, qui pour le coup est très utilisé là-bas. Je passe au deuxième GAFAM coréen, Kakao. C'est le WhatsApp, ou plutôt même, je dirais, le WeChat coréen. C'est vraiment sur 52 millions de Coréens, 47 l'utilisent. C'est Kakao Talk, Kakao Pay, Kakao Mobility, donc c'est Uber, Kakao Bank. Vraiment, leur vie et sur Kakao. Et ils se sont lancés dans la création de contenu, le domaine des contenus, donc autour des mangas, de la K-pop. Il y a un truc, ça s'appelle les Kakao Friends. C'est des espèces de mascottes. Voilà, c'est eux. Ils ont tous un nom. Mais il n'y a pas un Coréen qui ne connaît pas les Kakao Friends. D'accord. T'as des magasins pour acheter des trucs, des peluches. T'as des séries autour de Kakao Friends. C'est un délire, ça allait beaucoup trop loin. Mais ils servent à quoi, du coup? C'est comme des mémojis ou genre chacun le sien Ça vient des mémojis de Kakao Talk. D'accord. Mais en fait, c'est devenu des mascottes. C'est vraiment... Ils ont des personnalités propres. Si tu insultes un Kakao Friends, tu ne reviens plus jamais encore. et donc Kakao s'est développé un peu là-dessus sur l'entertainment et le contenu. Et le dernier, et c'est peut-être celui qui va le plus nous impressionner, c'est Coupang, l'Amazon coréen. Et c'est devenu le premier site e-commerce coréen, mais c'est surtout des grands fous malades.
Je vous présente le Rocket Delivery Service. Le quoi ? C'est le nom. La roquette. Ah non, ok. Donc, c'est en partenariat avec Elon Musk. Pas loin. Donc ça te garantit des livraisons le jour même ou le lendemain. Ok, sur le papier c'est très impressionnant. 99,3% des commandes Coupang sont livrées en moins de 24 heures. C'est-à-dire qu'en fait, ils font mieux qu'Amazon. Ils sont déjà des grands malades. Ils sont déjà des grands malades. Ils ont mis de l'IA et de l'algorithmie partout dans leur process, à tel point que on connaît l'optimisation des trajets des camionnettes pour gestion des stocks, etc. Là, j'ai trouvé un exemple. Ils ont une façon d'empiler les colis dans le camion qui est calculée par ordinateur. C'est-à-dire que tu sais dans quel sens tu mets tes colis, quoi. C'est optimisé à ce point. Leur infrastructure logistique est réputée plus efficace qu'Amazon. Croissance en 2019, 64%. En 2020, 91% de croissance. Waouh. Là-bas, Uber Eats, c'est Coupang Eats, évidemment. Et à tel point, tu le disais, qu'Amazon n'est pas implanté en Corée du Sud. Ah, ils y sont juste pas du tout, en fait. Ils n'ont pas de filiale. Alors, tu peux te faire livrer via le service en importation. Ouais. Est-ce que ça veut dire pour autant que les groupes américains ont déserté le pays ? Et est-ce que en France, on pourrait éventuellement faire ça éventuellement J'ai une petite idée. Vas-y. Et je pense que ça s'appelle le code du travail. C'est sûr que les conditions de travail là-bas sont un petit peu difficiles. J'y reviendrai. Justement, ça sera intéressant. Après. Comment ils ont réussi ce tour de force ? Il faut faire un saut dans le passé. La guerre de Corée s'achève en 1953. Dans les années 60, la Corée du Sud est un des pays les plus pauvres de la planète, avec un PIB par habitant inférieur à celui du Kenya et proche de celui de l'Éthiopie. La Corée du Sud va se reconstruire grâce à plusieurs piliers. Une aide économique des USA, un modèle de développement basé sur des liens étroits entre le gouvernement chinois et ce qu'on appelle des chaebols. Ce sont des conglomérats familiales détenus par des grandes familles dynastiques. Et en fait, c'est ce qui va donner lieu à Samsung, à Hyundai, à LG. D'accord. En fait, il y a des grandes familles derrière, très proches du gouvernement. On a la même chose en France, mais c'est moins connu. Et c'est surtout dans le nord de la France. C'est la galaxie Mullier, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le capitalisme familial. Et un des trucs qui m'a tué, moi, avec ces conglomérats en Corée. Nous, on pense que LVMH, qui fait 10% du CAC 40, c'est monstrueux déjà. Samsung, c'est 40% de la bourse coréenne. Donc t'imagines le niveau de concentration, de puissance. Donc voilà, ces familles ont donné place à ces grandes entreprises qu'on connaît aujourd'hui. Et surtout une stratégie économique basée sur les exportations. Et en fait, ils vont se concentrer sur quelques industries, mais ils vont y aller à fond. Donc c'est ce qui va donner les voitures, ils vont se concentrer sur la mécanique, la métallurgie, l'électronique et les semi-conducteurs. Oui. Et ça va avoir une importance absolument vitale. En 1970, ils créent des grandes universités, des instituts de recherche, ce qui va plus tard faire qu'ils vont être très très doués en R&D. Et le gouvernement va donner ses priorités d'investissement et de budget. Donc c'est vraiment un capitalisme et une économie qui va être accompagnée du début à la fin par l'État en fait. Ils vont créer un ministère de l'information et de la communication, ils vont numériser l'État mais très très tôt, dès les années 1990, et ils vont développer les compétences numériques des citoyens. Tout ça va faire que ça va façonner un écosystème numérique très très puissant qui va encourager le développement, la prise de risque et évidemment l'innovation. Premier moteur de recherche qui s'appelle Dome. À votre avis, il est créé en quelle année ? J'allais dire 2003. 97, quelques mois avant Yahoo. What ? Okay. Incroyable. Le premier réseau social, il est créé en 1999. Il s'appelle SeaWorld à l'époque. Naver, pour le coup, il est créé en 99. Kakao en 2010, un an après WhatsApp. Et du coup, aujourd'hui, où en est-on ? Donc la Corée a acquis une grande économie, notamment grâce aux semi-conducteurs utilisés de Samsung et d'un autre acteur que je connaissais pas qui s'appelle SK Hynix. Et ça, c'est notamment grâce à eux que la Corée se porte magnifiquement bien, en tout cas d'un point de vue économique. La Corée est aujourd'hui le premier producteur de cartes mémoire. Alors vraiment, c'est un petit pays, la Corée. Ouais. 62% des ventes mondiales en 2018. 3e place mondiale en termes de production d'équipements électroniques derrière les États-Unis et la Chine. Ils sont à la pointe de la recherche, 10% des brevets autour de la 5G, du big data, de l'Internet des objets. Très tech. Ah, très tech. Ouais. D'ailleurs, 10,3% du PIB, c'est les technologies de l'information et de la communication. 10,3%. Aucun autre pays ne fait ça. Je me souviens qu'à l'époque, les premiers trucs que disaient les gens qui revenaient de Corée, c'était par exemple les transports, simplement le métro, ouais. D'avoir une connexion de malade partout, tout le temps. C'est bête, c'est des trucs bêtes comme ça, mais je me souviens que ça frappait beaucoup les Européens. Je pondère avec un tout petit truc de la pub absolument partout dans le métro. Ouais, mais c'est bien aussi d'avoir le non, parce que il y a des trucs incroyables en Corée. Il y a des trucs pas ouf. Bah oui. Mais oui, et puis il y a les conditions de travail. Par exemple, ils ont 15 jours de vacances par an. Et ils peuvent pas les poser
à la suite. Ils sont efficaces, ils délivrent, mais je suis pas persuadé que la population soit très heureuse, soit très épanouie. Ouais. S'ils sortent 2 fois par mois, c'est beaucoup. Les loyers à Séoul sont très très chers et il n'y a pas des salaires mirobolants à tel point qu'ils vivent jusqu'à très très tard chez leurs parents. Enfin, c'est quand même tout n'est pas rose, honnêtement. Ouais. Après, il y a un LOL Park où tu peux aller pour jouer à LOL. Quoi ? Ça, c'est incroyable. Mais c'est sérieux ? Oui, bien sûr. Mais en fait, il y a vu que tu habites chez tes parents, la culture du cybercafé est assez développée. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le PIB par habitant est supérieur à celui de l'Italie et légèrement inférieur à celui de l'Allemagne. Certains économistes parlent de miracle économique, tellement avoir réussi à faire ça en 50 ans, c'est incroyable. Mais ce n'est pas sans conséquences. Tout n'est pas idyllique. Donc les conditions sociales de ces travailleurs, on l'a dit. La culture d'entreprise qui est parfois assez toxique, notamment dans les entreprises que j'ai citées juste au-dessus. Si je reviens à Coupang, les rythmes sont tellement infernaux qu'il y a des salariés qui sont morts d'épuisement après leur travail. Donc oui, ils te livrent en moins de 24 heures. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut en France ? Je suis pas sûr. Et après, de façon plus économique, il y a aussi des problèmes de position dominante. Ça a créé des pratiques anticoncurrentielles que le gouvernement coréen essaye de combattre. Donc je sais que Never a déjà pris une amende de 20 millions pour avoir favorisé dans ses recherches ses propres services. Google a eu les mêmes amendes. L'histoire se répète. Mais ils ont le même type de problème. Moi, j'avais vu un visuel qui était fascinant, je trouve, justement sur ce dont tu parlais, ce miracle, entre guillemets. C'était de voir une photo du ciel la nuit de la Corée, donc sud et nord, versus la Corée du Nord. À une certaine date. Je l'ai vu cette image. Aujourd'hui. Et c'est frappant, c'est hallucinant en fait. Non mais c'est impressionnant et en fait ils ont tout misé sur quelques technologies, ce qui fait que ils sont très dépendants d'autres pays pour vivre en termes d'agriculture, en termes de pétrole, etc. Mais on est aussi très dépendant d'eux vis-à-vis des semi-conducteurs et tout, donc ils ont vraiment une spécialisation, une spécialisation basée là-dessus. Ils ont fait sans doute des bons choix aussi, hein. Mais c'est très impressionnant. Ça va pas s'arrêter parce qu'en fait ils travaillent vraiment autour de leur soft power, les Coréens. Il y a la K-pop, qui en vrai très important. Les productions audiovisuelles aussi. Moi je suis resté là. Game, Parasite, le film qui est incroyable. Dernier train pour Busan. Oh oui, si, il est bien aussi. Et des films comme ça, en fait, il y en a 1000, quoi. Ils ont les K-dramas aussi. Alors c'est un peu moins. Les quoi ? Les K-dramas, c'est des petites séries qui sont diffusées partout et sont diffusées sur Netflix maintenant. Okay. C'est le Hélène et les garçons de Corée. Okay. C'est ça. Et en fait, tout ça s'exporte à l'international. J'ai découvert aussi que PUBG, ça venait d'un studio coréen. D'accord. Qui s'appelle Krafton. Voilà, donc ils aussi dans les loisirs, dans les jeux vidéo. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils fonctionnent en plan directeur national d'informatisation, qui est tous les 5 ans. Et en fait, tous les 5 ans, ils se donnent, OK, pendant 5 ans, on va aller à fond sur, par exemple, récemment, c'était l'IA, à tel point qu'ils ont leur propre modèle d'IA qui s'appelle Hyperclova, et en fait, qui est optimisé pour le coréen. Et ça les embêtait parce que GPT-3 n'était pas trop optimisé pour le coréen, et beaucoup plus pour l'anglais. C'est ça. Et donc, du coup, ils ont leur propre modèle d'IA. Le plan quinquennal en cours, c'est développement de la plateforme Big Data, adoption de la 5G, blockchain et IoT dans le système de santé. Donc si jamais vous voulez, peut-être que ces domaines vont être porteurs dans les années à venir. En tout cas, parce qu'ils sont en avance sur nous, les Coréens. Exactement, c'est ça. En tout cas, le plan de la Corée, c'est ça. Et sinon, si les sujets géopolitiques vous intéressent autour de la tech, on avait récemment reçu un géographe qui cartographie l'internet russe, le Runet, qui est vraiment passionnant. Je vous conseille vraiment cette interview, c'était dans cette vidéo.